Je vais vous montrer. D'abord tu t'abonnes, puis tu cliques sur la cloche, et ensuite tu me suis sur Twitter, c'est pas compliqué. Bon allez, on lance la vidéo. Quand on pense à Conan, beaucoup d'entre vous s'imaginent un tas de muscles pas forcément très intelligents, qui décapite des méchants et séduit des femmes sans personnalité et très peu vêtues dans un monde d'heroic fantasy. Et pourtant, Conan, c'est un peu plus que ça. Ce personnage, créé par Robert Howard en 1932, c'est un des piliers de l'heroic fantasy, c'est vraiment l'une des œuvres fondatrices, et il appartient à une mythologie qui a influencé énormément de récits. Par exemple, on sait que Tolkien a entrepris l'écriture du Seigneur des Anneaux à la demande de son éditeur à la fin des années 20, et que le succès immédiat de Conan n'est sans doute pas étranger à l'aspect beaucoup plus sombre et beaucoup plus épique de cette suite du Hobbit, surtout que Tolkien il appréciait assez Conan. Conan, c'est à la base un aventurier, un explorateur, très éloigné de l'image de la brute complètement débilos que beaucoup de gens ont actuellement. Le truc, c'est qu'au fil des années et après la mort de son auteur, donc il y a d'autres auteurs qui ont repris le personnage et qui ont complètement forcé le trait pour en faire une sorte de presque de caricature. Il y a beaucoup moins de subtilité, les nuances ont disparu, c'est devenu très bourrin, très concon, un peu comme le cinéma de Nolan. C'est totalement gratuit ça. Oui. Et c'est en 1975 que l'idée d'un film sur Conan commence à émerger à Hollywood. Le temps de finaliser l'achat des droits d'adaptation, donc 2 ans plus tard, il y a un petit film qui est sorti au cinéma, Star Wars. Star Wars qui a un succès monumental, qui reprend à la fois l'imagerie et la structure de l'heroic fantasy, et qui du coup va convaincre les producteurs d'accélérer le processus. Et c'est Oliver Stone, qui est alors un scénariste reconnu mais un réalisateur plutôt confidentiel, qui se charge de l'écriture. Le truc, c'est que Stone pète littéralement les plombs et nous écrit une histoire avec une guerre mondiale et des armées de millions de mutants pour un film qui peut se réaliser seulement avec au moins 40 millions de dollars. Mais le souci, c'est qu'on avait dit à Stone d'écrire un film pour 3 millions maximum. Les calculs sont pas bons, Kevin. On appelle Ridley Scott, qui va refuser de réaliser le film, et c'est finalement l'ami John Milius, qui suivait le projet depuis quelques temps, qui va accepter de le réaliser. Il va retravailler le scénario, replacer Conan dans un univers quasi préhistorique. Il va se baser aussi beaucoup sur la mythologie nordique. C'est finalement le tout jeune Arnold Schwarzenegger qui va être choisi pour interpréter Conan. Conan, what is best in life? To crush your enemies, see them driven before you, and to hear the lamentation of your women. Le tournage va s'étaler sur 5 mois en 1981. Et il va nécessiter énormément de figurants, de la construction de décors, des maquettes. Faut imaginer le set avec des décors partout et on construisait pièce par pièce un monde totalement crédible, très froid, très violent. Et d'ailleurs, cette violence va même peser sur la post-prod, puisque plusieurs passages se verront censurés. Au final, Conan a coûté à peu près 20 millions de dollars. Et c'est pas grave parce que Conan c'est un succès au box-office et c'est surtout un succès sur le long terme. En un week-end, il ramène déjà 10 millions rien qu'en Amérique du Nord, il va finir sa carrière avec 70 millions au box-office, c'est pas mal. Et surtout va s'ajouter à ça des ventes astronomiques de cassettes et de DVD. Bon, après il a accueilli un peu froidement par la critique. C'était une critique de Time Magazine. Mais peu importe, le film sera de plus en plus considéré dans les années à venir jusqu'à devenir culte et engendrer évidemment une vague de copies, c'est les mêmes, en moins bien. Ralph Bakshi, c'est un réalisateur de films d'animation qui s'est fait connaître dans les années 70, notamment en réalisant le premier dessin animé classé X aux États-Unis qui s'appelle Fritz the Cat.
En 1982, il rencontre un duo de scénaristes et dessinateurs de comics, Royce Thomas et Jerry Conway, qui sont absolument fans d'Heroic Fantasy, qui ont écrit des comics Conan, et qui ont écrit pour le cinéma une suite à Conan le Barbare, suite qui sera non retenue et réécrite car jugée un peu trop violente. Du coup, ils se vengent de cette mauvaise expérience et mettent en place un dessin animé très adulte d'Heroic Fantasy, forcément bien aidé par le succès de Conan, et qui s'appelle Tigra, la glace et le feu. On est dans un film de dark fantasy, dans la plus pure tradition de ce que pouvait être Conan. Vraiment, on est dans une période de préhistoire fantastique, avec de la magie, avec des sorciers, etc. Et je commence directement avec le plus grand atout de Tigra, c'est-à-dire son univers. Comme l'annonce le film, tout est une histoire d'éléments, puisqu'on va être confronté à une guerre entre un royaume de glace et un royaume de feu. Et vraiment, la première chose qui marque, c'est l'esthétique du film, parce que la direction artistique est extrêmement soignée, avec des couleurs qui vraiment ressortent parfaitement, des décors majestueux, des traits et un dessin assez brut. On est vraiment sur une générosité, une réussite formelle, un vrai charme sauvage qui convoque tous nos fantasmes adolescents. Ça va, on te dérange pas? Gros dégueulasse. En fait, le film utilise la rotoscopie, c'est-à-dire que dans un premier temps, les acteurs sont filmés en prise de vue réelle, puis ensuite on va dessiner leurs contours image par image, et ça garantit une fluidité totale. Why do the living disturb the sleep of the dead? Et franchement, le résultat, il valait la peine, parce que les combats sont ultra dynamiques. Ça permet de mettre en image cette violence, ça permet de suivre le rythme assez effréné du récit, et non, vraiment, ça confère à Tigra un cachet et un charme assez inimitables. Il y a une vraie patte artistique, et c'est vraiment très plaisant à suivre. Et moi, il y a un truc qui me fait vraiment aimer la fantasy, c'est aussi l'ampleur du récit, c'est-à-dire le voyage, le côté épique. J'ai l'impression que je suis en train d'assister à quelque chose de grand, de cataclysmique. Et là, vraiment, avec Tigra, je suis complètement servi. Tigra, c'est une vraie odyssée mythologique qui raconte beaucoup de choses, qui a une ampleur grandiose, notamment dans son dernier acte. Et du coup, ce format dessin animé permet vraiment de reconstituer le gigantisme de l'aventure. Il y a du guerrier légendaire, des éléments en furie, un mage noir, des guerres entre royaumes qui va aboutir à une sorte d'apocalypse. Vraiment, il y a tout dans ce film. Deuxième film, on va quitter le dessin animé pour partir sur de la bonne grosse violence, bien brute, bien vraie, avec des muscles palpables, saillants, qu'on peut toucher, sentir, ressentir. Calme-toi, tu fais peur aux gens là. Ouais, pardon. Dans les années qui ont suivi Conan, on a eu énormément de nanars ou de très mauvais films qui ont essayé de surfer sur la vague. C'est des films complètement fauchés, avec des costumes ultra tristes, des films qui sentent complètement la défaite. Et c'est aussi à cette période qu'arrive Dar l'Invincible, et son titre français complètement foireux, mais qui surnage complètement à côté des autres films du genre. Dar l'Invincible, il est réalisé par Don Coscarelli, réalisateur du plutôt sympathique Fantasme, donc qui est un film d'horreur ultra intrigant, qui a plutôt bien marché, notamment grâce à sa mise en scène ultra pesante, ultra lancinante, ultra hypnotique. Et j'étais assez intrigué de le voir aux commandes d'un film d'heroic fantasy, parce que c'est un réalisateur qui sait créer des ambiances, qui sait mettre en scène, qui sait faire vivre une galerie de personnages ultra intrigants, ultra intéressants. Et est-ce que c'est le cas ici ? On suit Dar, donc qui est un barbare qui cherche à se venger d'un sorcier maléfique, gérant d'un culte démoniaque, après que celui-ci ait détruit sa famille et son foyer. Bon, c'est Conan quoi. Sauf qu'en fait, Dar, il sait parler aux animaux, et ça change tout. C'est le genre de petits détails qui lui permettent de se distancier de Conan, et surtout d'offrir des possibilités de mise en scène, et heureusement le réalisateur en profite. Il va avoir quelques bonnes idées, notamment par exemple une vision aérienne qui marche plutôt pas mal, ou même des designs plutôt sympas des créatures.
Globalement, le film il manque pas de qualité dans ses intentions, hein. Il y a quand même des plans extrêmement soignés, à la symbolique assez forte. En fait, j'irais même jusqu'à dire que visuellement, le film il a rien à envier à Conan. Ça c'est grâce à un génie qui s'appelle John Alcott, qui est le directeur photo de 2001, Barry Lyndon, Shining entre autres, et qui bosse sur ce film. Et du coup, il te fait des plans d'ensemble assez dingues, des séquences nocturnes franchement hyper bien éclairées, il tire le meilleur des décors naturels. Non, franchement, Dark l'Invincible, c'est un très très beau film. Et ce qui est plaisant, c'est que, même si la mise en scène de Dar est pas forcément hyper à droite, avec certains passages qui sont pas forcément hyper clairs, pas forcément hyper lisibles, il y a tout de même la patte du réal de fantasme qui se fait sentir, notamment dans les premières minutes, dans le premier acte, que je trouve quand même très très sombre, même si on n'est pas dans la violence à l'écran comme dans Conan, on est sur quelque chose d'assez glauque. Bon, après, on est sur une histoire très classique avec des acteurs pas forcément foufou, notamment l'acteur principal qui manque cruellement de charisme. Mais je pense que Dar reste un film intéressant à voir, ne serait-ce que par son maquillage, son visuel, son rythme, ses quelques idées. Tout est fait pour que tu puisses pas t'ennuyer et vraiment c'est un bon film d'heroic fantasy qui est totalement de la lignée de Conan et qui permet de prolonger un peu l'expérience. Et dans le genre film opportuniste, le troisième film est bien placé et j'ai presque envie de dire que le réal est un habitué du genre. Lucio Fulci est surtout connu pour être l'une des références du genre du giallo. Il a notamment réalisé 2 films que je vous conseille, L'Emmurée vivante et L'au-delà, que j'aime beaucoup parce qu'ils sont à la fois très beaux et totalement impitoyables. Mais il se fait connaître à l'international en 1979 en réalisant un film de zombies qui va profiter complètement de la réussite publique du film de Romero, Zombie, sorti l'année précédente. Et en 1983, notre ami italien décide de s'attaquer à Conan et à l'heroic fantasy et réalise un film très très particulier qui s'appelle Conquest. Bon, première chose, si Conquest est votre premier film de Fulci, s'il vous plaît, ne le jugez pas du tout là-dessus. On est sur une fin de carrière et ce serait comme réduire Dario Argento à Dracula 3D. Ceci étant dit, on va plonger dans l'univers de Conquest, qui est un univers où un guerrier et un adolescent affrontent une sorcière qui passe le plus clair de son temps à poil, et où l'arme du héros est un arc magique qui devient bleu fluo quand il tire. Ah, ça a l'air super cool, n'est-ce pas ? Première chose, si vous aviez aimé le gore dans Conan, la violence impitoyable des combats, des bagarres, etc., là vous allez être servi. On a des corps démembrés, des crânes fracassés, des effusions de gore partout, des écartèlements, des cannibales bien dégueux. Ce qui est intéressant, c'est que cette violence, elle marque d'autant plus que le reste du film est plutôt calme, hein. J'irais même jusqu'à dire que Conquest a pas mal d'aspects plutôt hypnotiques, et notamment visuellement, parce qu'il y a un vrai parti pris sur les couleurs, sur les cadres. Le chef opérateur va privilégier quasiment en permanence le contre-jour, ce qui donne un cachet vraiment très particulier, hein. Ça donne un côté très planant, très doux à l'ensemble, aussi parce que les plans prennent leur temps, les plans sont assez longs. On a le temps de profiter des paysages, on a le temps d'analyser une image qui nous bouleverse un peu, qu'on n'a pas vraiment l'habitude de voir. Et ça, c'est un parti pris très extrême, mais c'est ce que je trouve être le plus intéressant dans le film. Mais bon, après, vous vous en doutez, tout n'est pas si rose. Conquest, c'est un sommet de kitsch. C'est très cheap, c'est plutôt mal joué, la sorcière, la grande méchante, est plutôt ridicule, même si bon, par le fait qu'elle se balade en string dans à peu près chacun de ses plans, on lui pardonne assez facilement. L'histoire est ultra tirée par les cheveux et non, franchement, on abandonne assez vite toute idée de logique pour se concentrer sur le visuel et sur les quelques idées intéressantes du film. Analayua Kimbai. Ogren, I've come to avenge my friend and to punish you for all the suffering you've caused. Des idées, il y en a, des partis pris aussi, on sent que c'est pas un yes man à la barre.
mais ça reste proche du nanar tant ça y va dans les clichés et la cheaperie. Ça reste à voir pour les curieux, mais pour ceux qui découvrent Fulci, n'oubliez pas que le mec a quand même fait d'excellents films. Voilà, c'est tout pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Pour le prochain épisode, comme toujours, c'est vous qui choisissez le film référent. Et cette fois, ça va se jouer entre Terminator ou Freddy les griffes de la nuit. Dites-moi ce que vous préférez dans les commentaires, moi je vous fais un gros bisou, ciao à tous, prenez soin de vous, c'est très important, à très bientôt.